Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre réunion ordinaire on est rendu le 13 avril. Et sans plus tarder, on va procéder avec la prière d'ouverture. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. Alors, premier item à l'ordre du jour, confirmation du quorum. On a un quorum. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts? Aucune déclaration de conflit d'intérêts. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour, mais il serait proposé peut-être avec l'adoption de l'ordre du jour d'ajouter l'item, je vous propose l'item 10.5.1, nomination, une résolution pour une nomination à l'autorité policière régionale. Alors, s'il vous plaît, de l'inclure dans votre proposition proposée par le conseiller Leblanc. Monsieur Leblanc, si vous voulez qu'on ajoute cet item. Oui. Appuyé par le conseiller Godette. Est-ce que ça fait l'unanimité? Est-ce que tout le monde est en faveur? Aucune personne compte. Alors, ajouter cet item-là à 10.5.1 sur votre ordre du jour. Et ça nous permet de procéder immédiatement avec les présentations et requêtes. Est-ce qu'il y a des demandes de renseignements pour le service régional de police Kodiak, nos amis de la GRC, aujourd'hui? Monsieur le conseiller Godette. Oui, Monsieur le maire, un chauffeur inconsidéré m'a passé sur le bout des pieds ce midi. Ouf! À Moncton, à moitié de la rue, parce qu'il a fait un virage à gauche en montant la Church pour tourner sur la Queen. Okay. J'avais mon bras d'allongé et j'étais rendu dans le milieu de ma voie quand lui a donné le coup de roue. Ma question est, est-ce qu'on a en quelque part, ou est-ce qu'au niveau de vos conseils, on a entendu parler d'une campagne qui ferait la promotion du signal pour les personnes qui veulent traverser la rue ou sensibiliser les chauffeurs qu'il y a du monde des fois dans le milieu de la rue? Oui, oui, on a une campagne pour faire des publicités médias, pour le sécuritaire routière. Avec M. Béliveau, on a fait une réunion 2 semaines passées. Puis, mais toujours, si vous voyez des violations, des offenses sur la route, je vous encourage d'appeler le GRC à le temps que ça se passe pour qu'on puisse faire un patrouille, peut-être trouver le véhicule, la personne qui fait l'offense, comme ça. J'étais tellement surpris. Ouais. Tout ce que j'ai fait, c'est comme ça, et puis il a passé. Oui. C'est difficile avec le bon temps. Je sais que c'est un char noir, puis ça ressemblait à un BMW, c'est tout ce que je peux dire. Quand beau, hein? OK. Merci, Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Juste simplement remercier tous les membres à Kodiak. J'ai vu spécialement les médias sociaux dans la dernière semaine spécifiquement. Il y a eu beaucoup d'appels à haut risque pour nos membres. Je sais que c'est pas facile pour les membres avoir des appels continus comme ça, et spécialement avec ce qui s'est passé. Donc, juste d'encourager nos membres de continuer à faire un beau travail, puis qu'on les apprécie. Ouais, merci. On avait un autre appel aujourd'hui, après-midi, avec une arme à feu. Mais ça donne une bonne formation, mais je m'inquiète un peu juste qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un
puis ils font des autres choses avec des fusils ou même les jouets. Oui. Et Monsieur le maire, j'ai discuté notre discussion avec le surintendant Beauchesne aujourd'hui. Il aimerait, je pense, si vous avez des questions, d'appeler ou écrire un courriel à lui ou moi. Puis on a des inquiétudes de donner de l'information en premier pour que ça soit trop d'informations. Oui. OK. Merci, c'est bien compris. Il y a juste nous deux qui s'entendent parce qu'on a eu la discussion ce midi lors de luncheon à l'hôtel Beau-Séjour, mais essentiellement, c'est justement en relation avec les événements où les armes à feu sont très présentes. Quand ça arrive, bien souvent, il y a des appels qui sont faits, puis on n'a pas d'informations, mais en même temps, c'est une question d'équilibre entre trop d'informations puis pas assez d'informations. Mais j'aurai cette discussion-là avec M. Beauchesne. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai reçu une note à plusieurs reprises au sujet des enfants qui jouent à la guerre dans leur quartier avec des fusils à ressort au type airsoft, BB, pellet. Et puis, ils s'inquiètent que ça peut être dangereux pour les autres enfants du quartier. Puis, ils aimeraient que peut-être lorsqu'on patrouille, qu'on surveille davantage ces choses-là. Lorsqu'on patrouille je sais qu'on ne peut pas être là tout le temps, mais lorsqu'on patrouille, de surveiller ces choses-là pour voir s'il y a moyen de... Oui, on s'inquiète beaucoup de ça. Des jeunes avec des fusils comme ça, des airsoft ou n'importe quelle sorte de fusil, mais quand on répond des appels comme ça, il faut les faire avec toute la prudence possible. Ça veut dire que les membres de la GRC vont répondre avec leurs armes et ils vont faire une réponse très forte pour éviter des choses qui s'est passées en juin l'année passée. Et on essaie de faire des publicités de médias pour avertir des jeunes. Mais je veux dire que, je ne sais pas, peut-être 15 appels comme ça dans les premières 2 semaines. Alors, oui. Alors, ma deuxième question, lorsque les citoyens remarquent des choses comme ça, est-ce qu'ils devraient vous appeler directement? Oui, oui, absolument. D'accord. Oui. Merci. Excusez, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Inspecteur George, vous êtes libre pour le reste de la soirée. Merci, M. le maire. Merci, bonsoir. Alors, on passe à la prochaine présentation sur le budget participatif. M. Richard. Alors, bonsoir, M. le maire, membres du conseil, chers collègues, membres du public. Ce soir, on est ici pour vous donner une brève mise à jour sur les progrès de notre initiative du budget participatif. Comme vous le savez sans doute, au mois d'octobre dernier, le conseil municipal s'est penché en faveur d'un processus qui permettrait aux résidents de décider sur un certain montant d'argent du budget, donc de quoi faire avec tout ça dans le budget 2016. Donc, ce soir, je suis ici pour vous donner un petit peu une mise à jour d'où on est rendu avec tout ça. Donc, suite à cette décision-là du Conseil au mois d'octobre, on a été à la rencontre de la communauté, donc on a été voir les groupes communautaires, puis on a eu une très bonne réponse quant à l'initiative et certainement un intérêt fort pour la démarche. Ça nous a permis également d'aller recruter des bénévoles et des gens de la communauté pour s'embarquer dans notre projet, principalement notre comité directeur, dont 14 résidents sont membres de ce comité-là. Puis je peux vous dire qu'il y a certainement un intérêt, puis beaucoup de félicitations qui s'en viennent aux élus par rapport à cette initiative-là. Donc, une des premières choses qu'on a faites
suite à ça, c'est qu'on a été chercher les experts en la matière par rapport au budget participatif. Comme vous le savez, ce n'est pas une initiative nouvelle, ce n'est pas quelque chose que nous, on a inventé. On s'est inspiré d'un processus très courant en Amérique latine particulièrement, et également aux États-Unis. On a été chercher les experts à New York. C'est nos consultants qui nous guident avec tout ça. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons nos 2 consultants qui étaient ici hier soir travailler avec notre comité directeur, Pamela Jennings puis Isabelle Luciano. Ils seront ici également un peu plus tard dans la démarche. Donc, ils nous font 2 visites pour nous aider avec le développement des bénévoles et tout ça. Donc, essentiellement, ils nous guident. Ils ont l'expertise d'avoir fait des processus ailleurs, Boston, New York, Cambridge, ainsi de suite, même Vallejo en Californie. Donc, c'est une aide nécessaire pour avoir notre succès de notre processus. Deuxième étape, c'est évidemment la composition du comité directeur. Donc, on les appelle un peu nos experts de la communauté. Donc, c'est les gens qu'on se dit qui savent ce qui se passe dans la communauté. On a un groupe diversifié. On a 7 hommes, 7 femmes sur notre comité. On a des jeunes, des moins jeunes. On a tenté d'aller chercher des gens qui avaient des contacts dans la communauté pour aller chercher toutes les tranches de notre communauté. Donc, on est bien content avec notre groupe. Je peux vous dire qu'hier soir, durant la séance de travail de 3 heures qu'on a eue, il y a eu de très, très bons débats, très bonnes discussions, dialogues. On a des gens qui sont très engagés par rapport à ces démarches-là, puis qui vont être, si tu veux, nos ambassadeurs, puis vraiment le succès de notre processus. Donc, à l'écran, vous voyez les gens qui ont accepté de s'engager dans cette démarche-là dans la prochaine année. Donc, au niveau des femmes, on a Anna Berly, Judith Bourque, Géraldine Cotte, Nadine Duguay, Christine C. Paulin, Pascal Paulin et Marianne Tardy. Chez les hommes, on a Dominique Bélanger, Jean-Luc Bélanger, Michel Bertin, Pierre Gauvin, Marc Grandmaison, Monsef Lacroise et Martin Lebrasseur. Nous avons également 3 personnes qui faisaient partie de notre comité de travail pour le développement de notre politique de participation du public. Si vous vous rappelez bien, là, déjà 1 an et demi, il y a 3 des membres qui étaient partis de ce groupe-là qui ne sont pas nécessairement résidents de Dieppe, mais qui étaient peut-être autrefois résidents, mais qui ne sont plus, mais qui étaient intéressés par notre démarche. Puis on a dit, garde, s'il y a une place, on aimerait bien ça d'aider à contribuer. Ça fait qu'on s'est dit, garde, on ne va pas refuser personne. Par contre, lorsque ça vient au niveau du vote, s'il y a des décisions à prendre de ça, ils ne votent pas. Comme hier soir, par exemple, le comité a dû prendre certaines décisions avant de faire des recommandations. Donc, ces gens-là ont quand même pu donner leur point de vue, mais ils ne participaient pas nécessairement au vote comme tel. Donc, enfin, les prochaines étapes, mais c'est la semaine prochaine, le lundi prochain, durant le cadre de votre réunion du comité permanent sur les stratégies et politiques publiques. Les membres du comité directeur seront ici pour vous présenter les grandes lignes de ce qu'ils vont vous recommander comme ligne directrice par rapport au processus. Donc, ils seront ici pour vous présenter ça, pour avoir un genre de son de cloche de votre part, avoir chance à commenter, pour ensuite vous arriver quelques semaines plus tard avec une résolution pour formellement adopter un peu ces paramètres-là. Puis après ça, c'est le lancement de la démarche, le lancement public, où est-ce qu'on va aller chercher les idées de la communauté, continuer à faire notre recrutement parce qu'il y a d'autres genres de bénévoles qui vont être appelés à faire partie de ce processus ici. Donc, c'est ça un peu les prochaines étapes dans le temps et avec l'optique d'un vote du public à l'automne, probablement à la fin novembre 2015. Donc, c'est un peu la question qu'on va poser aux gens. Que feriez-vous avec un certain montant d'argent pour améliorer votre communauté? Et la raison qu'il y a des petits points de question là, c'est que ça fait partie des recommandations du comité directeur qui vont vous apporter la semaine prochaine. Ça va revenir au conseil municipal de déterminer ce montant d'argent-là. Je sais qu'il y a déjà eu certaines estimées des choses comme ça, mais ça va venir dans le temps. Mais c'est un peu la question qu'on pose aux gens. On dit, c'est quoi vous feriez avec un certain montant de dollars pour améliorer votre communauté? Donc là-dessus, ça termine ma mise à jour. Merci beaucoup de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci, M. Richard. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? M. Béliveau. Merci, M. le maire. Je pense que vous aviez mentionné qu'il y avait, dans le groupe du comité directeur, il y avait 3 aviseurs. Oui. Moi, le nom de 2 personnes, ça serait qui la 3e? Excusez, c'est que oui, j'ai dû le modifier dans la présentation PowerPoint, mais j'avais oublié un nom. Donc, la personne qui n'était pas sur votre liste, c'est M. Guy Martin.
Et le deuxième point, si vous me permettez, M. le maire, c'est que ça se porte bien avec la suite des présentations ce soir. S'il n'y aurait pas eu ou s'il y aurait à un moment donné l'opportunité d'avoir une personne qui se trouvera être un nouveau arrivant, un individu qui vient de s'installer d'ailleurs, en autre mot, un nouveau immigrant, je devrais dire, d'arriver à Dieppe. Alors, je ne sais pas si vous avez pu faire des démarches pour essayer d'attirer l'attention et l'intérêt de cette personne, mais si jamais dans le futur que la situation se présente, j'encouragerais grandement qu'une personne minoritaire, oui, serait portée à vouloir en faire partie. Et je remarque aussi qu'ils se trouvent à être des individus bien qualifiés, bien compétents et voulant faire partie, mais je ne note pas de personnes anglophones. Alors, de nouveau, je pense que ça aurait peut-être eu une dimension additionnelle, mais de nouveau, dans le futur, si la situation se présente pour que ça soit fait, j'encouragerais grandement ces démarches. Absolument, puis c'est une des choses qu'on veut faire. On veut que nos groupes de travail par la suite soient représentatifs. Ça va être bilingue, les activités, des choses comme ça. Puis dans le cadre des immigrants, on a Marianne Tardy, qui est aussi la directrice générale du CAFI, du Centre d'accueil, le CAFI, Centre d'accueil francophone pour les immigrants du Grand Moncton. Donc, c'est un exemple de personne là qui va être capable de nous créer ces réseaux-là pour aller chercher les bénévoles pour venir participer dans les prochaines étapes. Bravo, merci. Merci, M. Béliveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre présentation, M. Richard, et on est content de voir le processus de budget participatif qui continue à avancer. Merci. Bien. Prochain item, nous en sommes à une présentation, l'item 7.3, concernant le vote des immigrants. Et M. Monsef Lacousse est avec nous pour cette présentation. Merci, M. le maire. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, Madame la conseillère, cher public, c'est un énorme plaisir pour moi de venir présenter un projet qui me tient énormément à cœur. Je sais qu'il y a déjà une présentation qui est circulée pour vous mettre un petit peu dans le bain du projet et aussi une lettre d'appui qui est circulée. Donc, vous êtes un petit peu au courant. Alors, je vais limiter ma présentation ce soir sur 3 principes. Le premier étant démographique, le deuxième étant économique et le troisième étant sociopolitique. Et je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. En ce qui concerne l'aspect démographique, on sait tous et toutes que, pas besoin que je répète encore l'histoire, on est confronté à certains défis, vieillissement de la population, l'exode des jeunes, etc. On parle pour la première fois d'un taux de dénatalité, si je me trompe pas. Excusez-moi, oui? M. Lucas. Je sais que pour le bénéfice de la présentation, on vous a demandé probablement, on vous donne 4 ou 5 minutes. On m'a donné 4 ou 5 minutes. C'est pour ça que je vais faire ça vite. Mais en même temps, il faut être conscient du devoir de nos traducteurs, qu'à la vitesse que vous allez, ils vont peut-être avoir de la misère. Moi, j'aurais pas de problème, Monsef, mais j'ai l'impression que nos traducteurs auront peut-être un peu de difficulté à vous suivre. Parfait. Je ne vais pas me faire des ennemis. Alors, je vais aller dans le fond dans un ton approprié. Mes excuses pour ça, M. le maire. Alors, dans le fond, je voulais juste vous dire qu'il y a des défis concernant la province, surtout au côté démographique. On parle d'un taux de natalité de 2 Donc, j'ai eu accès à des statistiques dernièrement, puis si on se rappelle, 2005, les statistiques que j'ai eues démontrent qu'il y a eu à peu près 75 immigrants qui se sont installés dans la grande région de Moncton. Parmi ceux et celles qui ont rempli une déclaration d'impôt avec un code postal à Dieppe, on parle d'un nombre de 5 personnes. 2012, il y a à peu près 1700 personnes qui se sont installées dans la grande région de Moncton. À peu près 360 personnes ont rempli une déclaration d'impôt avec un code postal ici à Dieppe. Alors, je veux juste attirer votre attention concernant les faits nombres, c'est-à-dire que cette tendance va continuer d'augmenter dans le futur. Il y a une chose aussi que vous savez déjà, c'est que le gouvernement provincial a déjà, dans le fond, sorti une stratégie d'immigration francophone et on parle d'à peu près 5000 personnes d'ici 2020. Il y a une bonne partie de ces gens-là qui vont se retrouver dans notre communauté et ils vont participer pleinement à, je veux dire, changer la tendance démographique à la hausse. Le deuxième aspect, dans le fond, que je veux vous parler, dans le fond, c'est un aspect économique et je vais le diviser en 2. L'aspect économique, je vais parler des travailleurs qualifiés et je vais parler aussi des entrepreneurs. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés, on sait que c'est des gens, dans le fond, qui sont ici,
Le niveau d'éducation est 40 plus élevé par rapport à la moyenne locale. C'est des gens qui enseignent à l'université, c'est des gens qui ont des emplois un petit peu partout. L'aspect, dans le fond, qui m'intéresse le plus, c'est l'aspect, en ce qui concerne l'aspect économique. On parle d'à peu près 3 900 $ par employé qui a un revenu moyen de 45 000 $ pour la province. L'autre principe aussi qu'on tend des fois à négliger, c'est les transferts fédéraux. Il y a un transfert fédéral qui se fait par capita. En ce qui concerne juste l'aspect immigration dans la grande région de Moncton, on parle d'un montant d'à peu près 7,5 millions de $. Alors, vous savez que si on augmente la démographie des immigrants, il y aura plus de transferts à la province, plus de transferts à la province, plus de transferts aux régions municipales. En ce qui concerne aussi les services sociaux, vous allez constater que les immigrants ne consomment pas les services sociaux en ce qui concerne l'assistance sociale et l'assurance chômage. Si vous regardez l'assistance sociale, le chiffre est à 0. Si vous regardez aussi les autres services, on parle d'un montant de 25 $ la première année. Ce montant va avoir tendance à baisser durant les prochaines années lorsque ces gens-là vont s'intégrer dans leur communauté et vont se trouver des emplois. En ce qui concerne les entrepreneurs, c'est des gens qui vont créer de l'emploi dans nos communautés. Je peux, vous en avez tous, vous avez déjà eu dans visité un café, un restaurant, vous êtes au courant de la compagnie Fancy Pocket qui crée à peu près 75 emplois localement, qui va faire l'expansion aux États-Unis pour aussi grandir. Donc ça, c'est des enjeux qu'il ne faut pas négliger. Ils sont présents dans le secteur de l'alimentation, ils sont présents dans le secteur de l'habillement, ils sont présents dans le secteur des services à la clientèle. Et on commence à avoir une tendance au niveau du secteur de technologie de l'information. Alors, en ce qui concerne le dernier principe que je vais vous présenter, c'est le principe sociopolitique. En ce qui concerne le principe social, c'est que les immigrants contribuent à créer une richesse dans nos communautés. Il y a une diversité culturelle qui se crée à travers la langue, à travers le background qui est différent, à travers la nourriture, à travers, l'aspect culturel. On a déjà eu de la soirée internationale à l'Université de Moncton par les étudiants internationaux. On a assisté à celle de Dieppe. Il y a vraiment une beauté multiculturelle là-dedans. En ce qui concerne l'aspect politique là-dedans, c'est que la chose, c'est que les gens qui habitent à Dieppe sont considérés comme des résidents. Abstraction faite de l'aspect de la citoyenneté. Okay? C'est des résidents qui consomment les services et qui contribuent pleinement. Alors, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a acheté une maison, il va payer les taxes, il va payer les impôts, il va payer tout ce qu'on lui demande de faire, il va se conformer à toutes les procédures et les règles. Mais lorsque c'est le temps de se prononcer une fois par 4 ans sur la personne qui va le représenter au niveau de cette table ici, il ne pourra pas le faire. Il y a des gens parmi vous, peut-être, qui ont déjà vécu le fait qu'ils ont déjà cogné à la porte d'un immigrant, une conversation, ils sont sortis avec « c'est très intéressant ce que tu me dis, mais malheureusement, je ne peux pas me déplacer et utiliser, mon bulletin de vote parce que je ne peux pas le faire, je n'ai pas le droit. Je peux payer ma taxe, je peux tout faire, mais lorsque c'est le temps de me prononcer sur cet enjeu-là, je ne peux pas le faire. » Alors, ce dont je veux vous parler aussi, c'est pourquoi je veux arriver avec ce projet-là. C'est pour développer le sentiment d'appartenance des immigrants par rapport à cette région. C'est pour leur donner une envie de rester, mais pas juste de rester pour travailler et, contribuer démographiquement à la province, mais aussi de s'impliquer dans les enjeux locaux qui les concernent. C'est pour ouvrir le dialogue par rapport à cette chambre ici, pour voir plus de diversité, pour voir plus d'enjeux. Alors, dans cette optique ici, comme je vous dis, le dernier sondage que j'ai reçu, c'est que 65 % des Nouveaux-Brunswickois et Nouveaux-Brunswickois sont en faveur de l'immigration. Et ils pensent que le nombre d'immigrants actuels est suffisant pour contribuer à l'essor de la province. Il y a 46 % des Nouveaux-Brunswickoises et Nouveaux-Brunswickois qui pensent que les immigrants créent ou participent à la création d'emplois plutôt que, excusez le terme, voler des emplois des Canadiens. Ça, c'est des statistiques récentes de 2013-2014. Alors, dans cette optique, que je m'adresse, fièrement à votre conseil pour pouvoir considérer positivement le vote au niveau, des immigrants. On a eu des conversations juste samedi à Bathurst avec le premier ministre lui-même, avec le ministre, de l'Environnement et du Développement local, en ce qui concerne ce thème. Puis la réaction était vraiment positive. Puis ce dont on va faire, dans le fond, je vous donnerai juste les étapes. Quand vous allez vous pencher sur la question, il y a une proposition formelle qui va arriver sur le bureau du premier ministre, dans le fond, et un vote va avoir lieu au niveau de l'Assemblée législative pour qu'on puisse démontrer que Dieppe et aussi le restant du Nouveau-Brunswick est inclusif. On ne serait pas les premiers. Il y a déjà des gens qui nous ont devancé un petit peu. Halifax est en train de faire des démarches pour faire un projet pareil. Mais si on arrive à mettre ce projet-là sur la table, on serait les pionniers. Nouveau-Brunswick serait parmi les provinces, la première province à pousser ce projet-là parmi toutes les nations du Canada. Alors,
Je suis là pour prendre vos questions et répondre à vos commentaires. Merci. Merci, M. Lucas. Maintenant, question, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. Puis merci pour la présentation. Juste pour que je comprenne bien la demande, vous demandez notre appui pour demander à la province de changer la loi afin de permettre ou vous demandez que nous autres, dans le prochain scrutin municipal à Dieppe, qu'on essaie d'inclure le vote ici. J'essaie de bien cibler c'est quoi au juste la demande. La demande, dans le fond, c'est de nous appuyer dans les démarches pour qu'on puisse arriver avec un dossier concret à la province pour dire c'est un dossier qui s'est construit de la base. Okay? C'est un projet, dans le fond, que les communautés veulent avoir et maintenant, il faut juste se penser sur un changement au niveau constitutionnel de la loi sur, je veux dire, les municipalités, Elections Act. Puis dans le fond, là où ce que ça dit que le vote est attribué à ceux et celles qui ont 18 ans de nationalité canadienne, dans ce cas-ci, on ajouterait juste un paragraphe 18 ans, nationalité canadienne ou résident permanent, que ça fait résident depuis 6 mois dans sa communauté, que ce soit Dieppe ou autre municipalité. Puis j'ai une question de clarification parce que personnellement, je suis en faveur de votre initiative et je trouve que c'est une très bonne initiative pour impliquer les gens de la communauté. Mais j'essaie de comprendre, ciblez-vous juste des gens qui vont envers la citoyenneté ou ça serait tous les résidents permanents, même les gens qui choisissent de vivre ici puis qui ne cherchent jamais à devenir citoyens? Comment est-ce que vous allez définir les catégories ou avez-vous même pensé loin comme ça? Absolument. Bien, dans le fond, il y a deux catégories de résidents. Il y a des résidents qui vont s'en aller vers la citoyenneté. C'est un processus qui prend à peu près 3 ans pour le faire. Durant ce temps-là, ils vivent normalement comme n'importe quel citoyen, puis la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est juste le droit de vote. C'est ça qui les diffère des citoyens canadiens. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, qui ne veulent pas le faire pour des raisons, dans le fond, que leur pays leur exige que s'ils demandent la citoyenneté canadienne, il va falloir qu'ils renoncent à leur propre citoyenneté. Donc, comme le cas du Japon, etc. Alors, il y a des gens qui ne vont jamais exercer ce pouvoir parce qu'ils veulent garder des liens avec leur propre pays. Dans ces cas-là, ils peuvent se prévaloir d'un droit de vote sans pour autant devenir citoyen canadien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la seule chose qui différait, dans le fond, c'est qu'une personne va se présenter avec une carte de résident permanent puis voter. Puis une personne résidente permanente aussi va le faire, qui est en train de faire ses démarches pour devenir citoyen canadien. Mais le sentiment d'appartenance est le même par rapport à la collectivité. Merci. Je pense que le processus qui nous est demandé ce soir, il y a une proposition, évidemment, qui nous est demandé d'accepter. Mercredi soir, réunion du Forum des maires Acadie-Beauséjour. À ce moment-là, nous, notre intention, c'est d'amener une résolution similaire pour demander au Forum des maires d'Acadie-Beauséjour, à ce moment-là, de demander à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick de supporter le processus. Et puis, espérons que le tout se rejoindra ensemble à Fredericton. Puis, on pourra faire la même chose aussi avec l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick et l'Association des cités du Nouveau-Brunswick. Vous êtes parfaitement au courant du processus. Merci pour les clarifications. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Merci pour votre présentation. C'est très, les chiffres, surtout les statistiques que vous nous avez remises, sont très révélatrices. Ma question, c'est que je crois, à ma connaissance, le droit de vote est lié au Canada avec le certificat de citoyenneté. Alors, est-ce qu'on peut tout simplement influencer cette décision? Mais je ne pense pas qu'on puisse demander au gouvernement provincial. Je ne crois pas que c'est sa prérogative non plus. Il faudrait que ce soit changé au niveau national, probablement. Et puis, une autre question que je me pose, c'est que du moment où vous devenez résident permanent, vous pouvez devenir résident permanent en arrivant au Canada. Alors, si on vous donne le droit immédiatement, les citoyens canadiens qui arrivent ici à Dieppe, d'une autre province, ne peuvent pas voter à moins qu'ils aient demeuré ici 6 mois. Alors, est-ce qu'il devrait y avoir aussi un certain temps découlé avant que vous puissiez avoir ce droit? Ou est-ce que c'est uniquement avec le papier de résident permanent? Okay. Bien, dans le fond, il y a 2 interventions. La première que je vais adresser, c'est par rapport au gouvernement puis par rapport au droit de vote en tant que tel.
c'est une juridiction provinciale. Donc, la province peut légiférer pour changer la loi électorale. Puis on a déjà eu une conversation avec l'élection de Nouveau-Brunswick, puis c'est faisable. Donc, c'est une constitutionnalité au niveau juste de la province. Ça nécessite un changement, mais ça ne peut pas se faire au niveau municipal. Il faut que ça soit fait au niveau provincial. La raison pour laquelle on est venu ici, c'est juste, au lieu de faire les démarches de haut en bas, on veut les faire de bas en haut pour que lorsque ça arrive aux mains de la province, le projet est complet. Il est vraiment inclusif, puis il est compréhensif. C'est-à-dire que tout le monde a eu le droit de se prononcer dessus avant que ça arrive à la table de conversation. La deuxième chose, dans le fond, la raison pour laquelle on a exigé un droit je veux dire, ou bien une responsabilité de 6 mois, c'est pour le simple fait que certaines personnes ont démontré une certaine réticence par rapport au fait que comment ça se fait qu'on donne le droit de vote, quelque chose qui nous est extrêmement cher, à quelqu'un ça fait juste, il vient d'arriver. L'argument est tout à fait, je veux dire, tout à fait valide dans la mesure où ce que des gens qui arrivent d'ailleurs, surtout, mettons, des réfugiés ou autres, je veux dire, ne sont pas nécessairement au courant de comment le système fonctionne ici. La raison pour laquelle on a jugé utile que si une personne, que ça fait 6 mois qu'elle est présente dans une communauté active, elle peut se prononcer sur les enjeux locaux, sachant que dans le cas d'un Canadien qui arrive d'une autre province, il y a juste 40 jours d'établissement pour qu'il puisse voter. Donc, je comprends tout à fait que, je veux dire, le fait qu'on puisse donner à un local, un citoyen canadien, un délai de 40 jours pour connaître les enjeux locaux, je veux dire, étant donné qu'on a traversé un océan, etc., on prend en considération que ça prend un petit peu plus de temps pour connaître le système et fédéral, et provincial, et local. Dans un 6 mois de temps, les agences d'établissement vont faire de l'éducation, de la sensibilisation des immigrants pour qu'ils puissent être en mesure d'exercer un vote avec conscience. Alors, c'est dans cette optique qu'on a décidé de faire ça. Puis, on a aussi demandé avec Élection de Nouveau-Brunswick si c'est faisable. C'est quelque chose qui peuvent se faire logistiquement par là. Merci. Ça répond. Merci bien. Monsieur le conseiller Godette. Merci. Premièrement, je ne voudrais pas manquer l'occasion publique de reconnaître votre mandat remarqué et remarquable à la présidence des étudiants de l'Université de Moncton. C'est énormément. Je vous ai vu à plusieurs reprises, présent, intervenant, et ça, pour moi, c'est une qualité vraiment qui contribue à la qualité de la communauté, que la communauté soit ce qu'elle est. Alors, félicitations et merci parce qu'on a quand même plusieurs de nos jeunes, de nos résidents qui sont intervenants comme étudiants, professeurs ou employés d'autres manières à l'Université de Moncton. Alors, merci pour votre contribution. Puis, je sais que même quand c'était des sujets qui étaient peut-être controversés ou qui étaient peut-être un petit peu plus délicats, vous ne vous gêniez pas de faire valoir votre point. Alors ça, pour moi, c'est très bien. Merci beaucoup. La question ou le sujet que je voudrais apporter, c'est oui, je suis d'accord à l'inclusion et à ce qu'on fasse plus de place et plus vite à ceux-là qui sont arrivés de façon permanente. Mais là, je rejoins un peu la question du conseiller Thibodeau. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une synchronisation là, avec certains éléments dans la longueur de temps. En termes de résidence dans un endroit. Et l'autre chose, plusieurs vont m'avoir déjà entendu dire que les nouveaux arrivants, qui soient du nord-ouest ou du nord-est ou de la péninsule acadienne ou de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique, etc., les nouveaux arrivants chez nous, c'est non seulement des professionnels, c'est non seulement des enseignants, des travailleurs, mais ce sont aussi nos voisins et nos amis. Alors, c'est dans ce sens-là que je pense que votre intervention, au point de vue de l'inclusivité, c'est très important. Puis, merci pour l'amener sur le tapis et merci pour continuer de promouvoir votre projet. Ça me fait énormément plaisir d'entendre vos commentaires. Dans le fond, je vais juste répondre vite. En ce qui concerne le projet de vote, puis le projet de la rétention des immigrants, comme ça prend une société ou une communauté pour intégrer un immigrant. Alors, la raison pour laquelle que je vais vous présenter ceci, c'est que dans les prochaines années, il y aura énormément de concurrence pour les immigrants francophones. Il
Il y a juste un bassin très restreint dans lequel on puise. Le Québec reçoit 50 à 55 000 par année. Nous autres, on a un programme de 625 par année, puis on veut faire des miracles avec ça. L'immigration est premièrement un projet économique. C'est-à-dire que l'immigrant ou l'immigrante va s'installer dans une région où il peut avoir de l'emploi, puis un emploi bien rémunéré pour qu'il puisse être en mesure de faire vivre une famille. Lorsque ces contraintes ne vont pas être atteintes, il va déménager, puis il va le faire très vite, parce que le plus dur est derrière lui, pas devant. Si on ne peut pas compétitionner sur l'aspect économique à cause de l'emploi, les salaires ou quoi que d'autre, on peut extrêmement envoyer un message positif pour dire qu'on est inclusif. Et excusez l'expression en anglais, we mean it. On va partager la chose qui nous est chère, c'est le droit de vote pour vous inclure, et vous allez avoir le droit de vous prononcer sur des enjeux qui vous concernent. Alors, c'est plus l'immigration, on va l'avoir d'une autre façon. Au lieu d'une communauté vulnérable qui a besoin de services, c'est une communauté innovante qui peut partager, participer à la table, puis donner des bonnes idées et contribuer à ce que le Dieppe ou le Nouveau-Brunswick devienne une meilleure place à vivre. Alors, c'est dans cette optique qu'on vous présente les projets. Ce n'est pas dans une optique purement politique pour dire qu'on veut avoir quelque chose, mais on veut contribuer. Et ceci est une façon de contribuer. Comme la même chose qu'un salaire ou la même chose qu'une entreprise. Le fait de venir s'exprimer avec un bulletin de vote, c'est aussi contribuer à ce que cette communauté devienne prospère. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Également, bravo, félicitations. Un beau projet. Je pense qu'à la racine de la demande, on n'est pas en train de vraiment faire une demande pour quelque chose qui n'est pas accordé à des individus qui nous arrivent. Pour une durée de 6 mois dans le cas que vous l'indiquez. Justement, un individu qui arrive d'ailleurs, 40 jours, ils peuvent ensuite voter au niveau provincial ou au niveau municipal. Avez-vous évidemment l'intention d'avoir réponse sur cette question-là et justement la législation qui doit en avoir lieu pour être en mesure d'inviter les gens à venir voter dans 13 mois d'aujourd'hui? 13 mois, un autre mois, au mois de mai 2016, savez-vous, c'est ça qui est l'objectif présentement? L'objectif, c'est d'en parler, premièrement. C'est juste pour avoir une conversation sur le sujet, puis voir qu'est-ce que les gens en pensent. Deuxièmement, ça serait... On n'a pas fixé un objectif pour les élections de 2016, pour être honnête. Parce que ça se peut que le comité, je veux dire, le dossier arrive à l'Assemblée puis que ça prenne du temps. Comme que maintenant, il y a le projet du vote à 16 ans, puis on n'a pas nécessairement une date pour le projet en tant que tel. Mais il y a une considération de la conversation en tant que telle. On veut que ça arrive juste pour qu'on puisse en parler. Si ce n'est pas aujourd'hui, si c'est dans 5 ans, tant mieux, c'est dans 5 ans. Si c'est dans 10 ans, dans 10 ans. Mais l'idée que ça pourrait se faire un jour, que cette communauté devienne inclusive en bon et due forme, c'est juste ça qu'on aimerait avoir. Alors, le comment, c'est juste de la recherche qu'on a faite, légale, abstraite sur le sujet. Mais il va y avoir un comité de travail qui va être désigné par la province, par le premier ministre, pour traiter la question aux petits détails, pour savoir c'est quoi l'impact qu'elle aura sur la province. Déjà, lorsque je lui ai parlé samedi, hier, on s'est vu à Bathurst, il est enthousiaste par rapport au projet. Puis il a demandé à ce qu'un proposal, comme une demande, soit soumise à son bureau dans les prochaines semaines. Alors, il était accompagné aussi du ministre Brian Kenny, que lui aussi est extrêmement excité à propos du projet. Il m'a donné sa carte d'affaires, puis il veut avoir une soumission dans son bureau dans les prochaines 2 semaines pour qu'on puisse avoir cette conversation au niveau de l'Assemblée. Les gens sont extrêmement enthousiastes. Le comment, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 40 jours. C'est pas moi qui va le décider, c'est la province qui va finalement venir avec « oui, on va le faire, puis voici les conditions » ou « non, on ne va pas le faire, puis voici le pourquoi de la chose ». Puis ils vont repousser le projet pour une date ultérieure. Mais on veut juste faire un premier pas, puis faire une petite sensibilisation là-dessus. Autant aussi, M. le maire, autant que l'aspect économique peut être amélioré avec la plus grande participation, spécialement des gens qui vont être retenus dans la région parce qu'ils se sentent qu'ils en font partie, avec justement le droit de vote au niveau municipal. Je ne pense pas qu'on peut ignorer aussi la valeur ajoutée sur le côté artistique, culturel, sportif, ça peut différent quel volet. Et ça devient toujours justement un bénéfice dérivé économiquement en plus. Alors, je pense que c'est un total, c'est toute la personne et tout ce que ces gens-là, que ces personnes-là qui ont choisi de venir chez nous, devraient avoir l'opportunité d'être capables de s'épanouir. Puis je pense que le droit de vote
devrait leur être accordé. Je suis complètement d'accord. Vous avez tout à fait raison. Je vous laisserai juste avec un commentaire s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr. Notre taux de rétention se situe présentement à peu près 68 provincial. 68 de taux de rétention, ce qui est quand même bien. Les dernières statistiques que j'ai reçues, le Québec a un taux de rétention de 50 de ces immigrants. On se demande où est-ce que ces immigrants vont. Moi, ce qui vient à ma tête, c'est qu'ils devraient venir ici, communauté francophone. Mais la chose, c'est qu'ils s'en vont à l'ouest parce que c'est l'aspect économique. Ils s'en vont chercher du travail qui est payant. Je veux juste vous dire, dans le fond, que maintenant, on demande au gouvernement provincial de faire pression sur le gouvernement fédéral pour augmenter le nombre des immigrants qui rentrent, de le passer de 625 à plus. Et le gouvernement fédéral, tant et aussi longtemps qu'il ne verra pas des actions concrètes, un taux de rétention plus supérieur à 68 il n'irait pas dans une direction pareille. Ce projet-là viserait l'augmentation de 68 Si on arrive à augmenter le 68 il y aura plus de gens qui vont rester, il y aura plus de candidats qui vont être nominés, il y aura plus de transferts fédéraux, il y aura plus de taxes, il y aura plus d'impôts, il y aura plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a plus de gens qui vont fréquenter les écoles, plus de gens qui vont fréquenter les universités, et ainsi de suite. C'est un effet boule de neige. Alors, c'est ça. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions, merci, M. Lacousse, pour votre excellente présentation, comme toujours. Puis, je voudrais faire écho aux commentaires de mon collègue, M. Godette, concernant les derniers jours de votre mandat avec l'Association des étudiants de l'Université de Moncton. Et puis, excellent travail accompli et excellent travail qui continue. Merci encore une fois. Bien apprécié. Merci pour l'écoute. Merci. Alors maintenant, item numéro 8, question du public. Est-ce qu'on a quelqu'un de notre vaste public qui aurait des questions? Sinon, on va passer à l'item numéro 9 qui... Oh, excusez-moi. OK. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Renée Mireille-Albert et moi, je ne suis pas de Dieppe. Je suis une ambassadrice envoyée de Moncton. Mais avec tout ce que j'ai entendu ce soir, franchement, ça m'a donné le goût de peut-être venir m'installer à Dieppe, franchement. Je suis ici parce que Olivier Veil de l'organisme Au-delà du jour de la Terre m'a demandé de venir vous remercier. Il m'a donné toute une grosse page, mais vous comprendrez, mon imprimante a imprimé ça, puis ça était gros comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me suis fait une petite liste. Vous comprendrez, moi, je suis coach de rire. Donc, j'ai comme tendance à parler un petit peu avec les mains. C'est-tu correct? Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, moi non plus. J'ai 4 petites choses. Merci à la Ville de Dieppe. Vous nous avez supportés longtemps à l'événement du Jour de la Terre. C'était tout. Merci beaucoup. Il y a d'autres organismes dans la communauté. Il y en a toute une belle liste. On a ça sur le site Web qui également aident au projet. Il y a des banques, il y a des organismes, toutes sortes de gens. Et puis, beaucoup de bénévoles qui viennent, et dont des gens qui arrivent de Dieppe aussi. Donc, on remercie tout le monde là. Oui. On arrive, la journée, c'est dimanche. On espère que vous allez venir. Il y a toutes sortes de belles choses à apprendre, à vivre, à voir, à manger, à chanter, à rire, à écouter, à toutes sortes de choses. Donc, on vous invite à venir. Ça va être amusant. Il y a toujours de nouvelles choses. Cette année, il y a des hamacs, puis des panneaux solaires, puis des choses sérieuses aussi. Et puis, finalement... c'était tout. C'était juste pour tout ça. Je vous invite à venir. Je vous remercie encore une fois de votre soutien. Puis j'espère qu'on vous voit ce dimanche au marché de Moncton. Puis venez prendre part aux discussions vraiment intéressantes comme celles qui ont eu lieu ici ce soir. C'est tout. Okay. Merci beaucoup. Vous ferez nos salutations à Olivier Veil pour... on a reçu l'invitation plus tôt aujourd'hui. Oui. L'événement prend place de 9h à 16h au marché, oui, avec un buffet qui sera ouvert entre midi et 13h45. Et puis ensuite, je sais qu'il y a toujours des discussions, un cercle de discussion qui prend place. Oui, puis des sujets très intéressants cette année.
au niveau de la gouvernance, il y a des idées vraiment intéressantes qui se brassent. Je vous suggère merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je voulais dire également, il y a des beaux ateliers puis des choses pour les enfants, ceux qui veulent amener leurs enfants. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du conseil? Monsieur le conseiller Godet. Pour moi? Je dois attendre? Oui. Ah, oui. Non, c'était une question qui a été posée. Est-ce que les gens de notre nombreux public qui écoutent dans les espaces, est-ce qu'ils pourraient envoyer des questions qui seraient posées ici lors de la période de questions du public? C'est un autre sujet, c'est hors sujet pour ce soir, mais c'est un sujet sur lequel qu'on discute présentement de trouver un format pour permettre ces choses-là, parce que ça prend quand même un certain environnement contrôlé, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec 150 appels et questions via l'Internet, avec toutes sortes de déviations potentielles. Alors, on travaille présentement à développer, c'est notre directeur des informations, avec notre directrice des communications qui sont à travailler ce dossier. Mon devoir est accompli, j'ai posé la question. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Madame, merci pour votre présentation et à la prochaine. Merci. À dimanche. À dimanche. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public avant que j'aille plus loin? Sinon, alors, on va passer à l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 23 mars. Est-ce qu'on a une proposition proposée par le conseiller Godet, appuyée par le conseiller Cormier sur la question? Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès-verbal du 23 mars est accepté tel que présenté. Nous allons procéder à l'item numéro 10 pour motion et nomination du côté de l'administration. Le premier item, le dépôt du rapport final sur le comité ad hoc sur le déneigement des secteurs résidentiels à moyenne et haute densité. Je crois que M. Thibodeau, le conseiller Thibodeau, qui était sur le comité, va soumettre le rapport. Oui, merci, M. le maire. Eh bien, vous vous rappellerez que en avril 2013, la ville de Dieppe, je ne sais pas si c'est en avril, mais non, le 10 février, le conseil crée un comité ad hoc que j'ai présidé pour tenter de trouver une solution au déneigement dans des secteurs résidentiels à moyenne et haute densité où il faut absolument sortir la neige. Et puis aussi d'essayer de trouver une solution pour qui va régler le problème à long terme lorsqu'il y a des nouveaux développements qui sont ouverts. Alors, on a eu plusieurs rencontres. Je ne vous donnerai pas toutes les dates en détail, mais on a eu plusieurs rencontres où on a essayé de trouver des solutions. On avait, au début, on a fait du remue-ménage pour trouver des solutions à ce problème-là, en particulier dans le village métropolitain. Et puis, les solutions potentielles qui ont été retenues au début, ce sont que le village métropolitain négocie une entente avec un entrepreneur pour l'enlèvement de la neige dans les rues publiques du village métropolitain et qu'un octroi soit accordé par la Ville selon une formule de financement établie par la Ville. Cette solution a été adressée par le comité, mais n'a pas été considérée car celle-ci irait à l'encontre de la convention collective en vigueur entre les employés syndiqués et la Ville. Alors, le deuxième, c'était qu'un terrain vacant à l'intérieur du village métropolitain soit identifié pour l'entreposage de la neige. Puis, on a eu plusieurs propositions, plusieurs suggestions de terrain dans le village métropolitain. Et finalement, il y a une suggestion qui a été, une des suggestions des terrains choisis qui a été sélectionnée par le comité. Et puis, vous pouvez voir dans l'annexe, un peu plus loin, lequel que c'est. Et qu'on a négocié aussi, discuté avec le développeur qui accepterait, possiblement, de vendre ce terrain au village métropolitain, aux membres du village métropolitain,
à un coût qui serait remboursé sur une période de 10 ans. Et ensuite, l'autre solution qui n'a pas été écartée encore, c'est que la circulation à sens unique soit établie dans certaines rues dans le village métropolitain afin de mieux faciliter l'entreposage de la neige. Et cette solution-là n'est pas écartée encore parce qu'on demande que le service d'ingénierie de la Ville doit procéder à l'étude de cette option. Ça ne réglerait pas totalement le problème, mais ça pourrait alléger le problème. Alors, au moment où on se parle ce soir, le terrain qui a été choisi sur la rue Damien, il devra être présenté aux membres du village métropolitain à leur assemblée annuelle. Et puis, s'ils acceptent de l'acheter, bien, ça devrait, en principe, régler le problème. L'aménagement du site à des fins d'entreposage de neige devra rencontrer les critères suivants. Le drainage ne devra pas affecter les propriétés adjacentes. Le bruit de l'opération de déneigement ne devra pas affecter la tranquillité des résidents des propriétés adjacentes. Une enseigne devra être affichée à l'endroit du site d'entreposage du village métropolitain indiquant clairement que ce lot est la propriété de l'Association des condos du village métropolitain et est réservé uniquement pour l'entreposage de la neige pendant la saison hivernale. Et le zonage doit être approprié à un usage d'entreposage de neige. Alors, il faudra probablement faire un zonage. Maintenant, j'ai résumé un peu le rapport. Je ne sais pas s'il y a des questions ou Mme Dallaire qui a participé aussi. Est-ce qu'il y a des précisions que j'ai oubliées ou que j'aurais dû indiquer? Merci, Monsieur le maire. La seule chose que j'ajouterais, ce serait peut-être de nommer c'est qui les membres du comité pour souligner la contribution des gens qui ont siégé au comité. Je vois qu'il y a des gens même ici qui sont dans la salle avec nous ce soir. J'ai la liste avec moi. Si vous voulez, je peux les nommer ou si vous voulez les nommer. Vous pouvez les nommer vu que vous avez la liste devant vous. Je l'ai aussi. Mais... OK, bien, vas-y. Je vais te laisser le plaisir comme président. C'est la seule chose que j'ajouterais. J'aimerais de remercier les bénévoles qui ont siégé au comité pour en arriver jusqu'à là, parce que ça a été travail... une tâche qui n'est pas facile. C'est ça. Oui. Alors, les personnes qui ont siégé sur ce comité, il y avait Bob Leblanc et Michel Richard à titre de résidents représentant le village métropolitain, Marie Boudreau et Mélissa Daigle à titre de résidentes représentant les citoyens de la ville de Dieppe, moi-même et Jody Dallaire comme conseillers municipaux, et Marc Mélenchon, André Frenette et David Knowles à titre de représentants du personnel. Et le 9 juin, le Conseil nomme M. Alain Roberge à titre de membre remplaçant Michel Richard. Alors, je remercie tous ces gens-là d'avoir, parce qu'on a fait du travail énorme. Ça a duré plus longtemps que j'aurais cru pour essayer de trouver une solution. Mais finalement, je pense qu'on est arrivé. Je pense que la balle est dans le camp du village métropolitain maintenant. Alors, c'est à eux à voir s'ils sont prêts à acheter le terrain en question. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être des gens qui sont présents ici? Là? Je ne veux pas insister plus qu'il faut, mais on a certainement un peu de feedback. Alain Roberge, président de l'ACVM, l'Association des condos du village métropolitain. Ce n'est pas une question, mais un commentaire. Oui. Lors de la réunion générale annuelle qui va se tenir le 5 mai prochain, la proposition sera présentée, c'est-à-dire de faire l'achat d'un terrain par les gens du village. En fait, je représente plus de 500 personnes. Déjà, je peux vous dire que la réception ne sera pas positive, mais on verra bien. Des fois, le vent peut tourner, mais je serais fort surpris. Suite à cette assemblée, bien, il y aura des décisions qui seront prises par les citoyens et citoyennes du village métropolitain et je ferai suivre l'information à ce moment-là. Merci bien. Je pense que
Ça résume assez bien la situation des trois côtés, en fait, de la municipalité, des citoyens du village métropolitain. Puis quand je dis la municipalité, prenant en considération, évidemment, les commentaires des citoyens des autres parties de la municipalité. Quand je regardais le rapport, puis je regardais ce que ça vous coûte en termes de frais de déneigement, je peux vous dire, chez nous, ça me coûte plus cher que ça. Mais fait que faut mettre toutes les choses en équilibre autant comme on peut. Puis bonne chance avec votre prise de décision. J'espère que mes commentaires n'ont pas ajouté des besoins de questions ou d'autres commentaires de la part des membres du Conseil. Monsieur Thibodeau, s'il vous plaît. Je veux juste rajouter une chose. Quand vous parlez du prix, on a évalué ça aussi, ce que ça coûte ailleurs, mais je crois que il faut aussi tenir compte que c'est une situation unique dans la ville. Puis, pour la deuxième partie du mandat que vous nous aviez donné, je pense que M. Frenette travaille sur quelque chose à proposer dans le nouveau plan municipal, afin que ça ne se reproduise pas dans d'autres développements. Et puis, entre-temps, d'ici à ce que le plan municipal soit adopté, je crois que M. Frenette insiste auprès des développeurs pour qu'il y ait suffisamment d'espace de laisser pour le déblayage de la neige. Okay. Merci bien. Et alors, je crois que... Vous êtes prêt pour la proposition? Merci, allez-y. Que le Conseil accepte le dépôt du rapport final en date du 25 mars 2015 du comité ad hoc sur le déneigement des secteurs résidentiels à moyenne et à haute densité, lequel met fin au mandat de ce comité. Je le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Merci encore une fois. Alors, prochain item, nous en sommes à 10.1.2, modification proposée à l'arrêté 78.5 concernant les réseaux d'égouts et distribution d'eau et abrogation de l'arrêté 33. Monsieur Melançon. Alors, merci, Monsieur le maire, membre du Conseil, bonsoir. Alors, ce soir, vous avez devant vous, suite à un comité technique qui a travaillé avec la Commission des eaux usées, les trois communautés, Dieppe, Moncton et Riverview. Alors, les secteurs de l'ingénierie et travaux publics ont travaillé avec le personnel de la Commission afin de vous avancer une recommandation sur les normes et des éléments acceptés dans le système d'égout. Et ceci, suite au dépôt de cette recommandation-là, nous avons devant vous aussi un arrêté modifiant et intégrant qu'est-ce qu'a été les recommandations du comité technique. Ce soir, nous avons avec nous une personne de la commission, Patricia Casas, qui peut nous donner des complémentarités de qu'est-ce qu'a été le travail qui a été déposé, et aussi notre directeur de l'ingénierie, Jacques Leblond, et David Knowles qui ont participé à ce comité. Alors, Mme Casas peut faire part de quelques commentaires et vous en informer un peu plus que moi, je suis capable de le faire. Alors, si vous permettez, M. le maire, oui, on pourrait inviter Mme... Bonsoir. Mon nom, c'est Patricia Casas. Je travaille pour la Commission de dépollution des eaux usées. Puis aujourd'hui, je vais vous parler des lignes directrices qu'on vient de mettre à jour. Et par conséquent, vous autres, vous allez changer, vous allez modifier vos arrêtés municipaux correspondants. Pourquoi la mise à jour des lignes directives de la CEUGM et par conséquent la modification des arrêtés municipaux correspondants dans la région du Grand Moncton? C'est parce qu'il y a des règlements en place. Il y a les stratégies bien connues, les stratégies du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. C'est la stratégie pan-canadienne pour la gestion des effluents des eaux usées municipales. Et aussi les règlements sur l'effluent des systèmes d'assainissement des eaux usées. Par conséquent de ce règlement, il faut que les stations d'épuration des eaux usées doivent rencontrer les normes de performance nationale minimale.
déterminés dans les règlements déjà mentionnés, et aussi établir des objectifs environnementaux de rejet propres à chaque site. La Commission a déjà établi les objectifs environnementaux en faisant une évaluation du risque environnemental ayant en considération les caractéristiques hydrauliques et la qualité d'eau de la rivière Petit Kodiak, ainsi comme la qualité des effluents rejetés à la rivière, puis les volumes aussi. Pour atteindre les exigences de le règlement déjà mentionné, il faut, comme vous le savez déjà, améliorer les processus de traitement, au minimum traitement secondaire, et les moins chers, faire une réduction à la source des polluants avec la mise à jour des arrêtés municipaux. La prévention de la pollution joue un rôle majeur pour limiter la charge des polluants qui entrent dans les stations de pollution. Donc, ceci, c'est une manière de nous aider à faire un bon travail sans coûter, ça va coûter pas si cher comme l'amélioration du processus de traitement que vous savez, ça coûte pas mal cher. Puis aussi, on a pour le développement de cette ligne directrice, nous avons révisé différentes études et principalement, comme j'ai déjà mentionné, l'évaluation du risque environnemental de l'effluent des Transaquas, recommandations canadiennes pour la qualité des eaux, protection de la vie aquatique, recommandations pour la qualité et les aspects esthétiques des eaux utilisées à des fins récréatives, ainsi comme une révision des arrêtés municipaux concernant les égouts de la ville d'Ottawa, Toronto, Halifax et Calgary. Dans les lignes directrices, il y a une liste des substances interdites et des substances réglementées. Les substances interdites, ce sont des substances très nocives ou qui représentent des risques pour l'efficacité des opérations du réseau d'égout. Les substances réglementées, ce sont des substances qui ne doivent pas dépasser la concentration limite et qui peuvent affecter les processus, mais en même temps, on a mis une limite pour garantir que la concentration, ça ne va pas causer des problèmes dans les traitements, puis aussi dans les réseaux d'égout. Est-ce qu'il y a des substances pas nommées, qui ne sont pas nommées dans ces lignes directives? Oui. Il y a tellement beaucoup de nombreuses substances qu'on ne peut pas les nommer en parlant dans la liste. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis une liste de substances avec une description générale, comme dans la liste des substances interdites, on a des déchets chimiques très dangereux, ça fait partie des substances interdites, mais aussi des substances toxiques qui ne sont pas réglementées ailleurs dans les présentes lignes directrices. Ça veut dire qu'ici, il y a, dans le futur, s'il y a une autre substance qui, avec les études scientifiques, on rend compte que ces substances, c'est dangereux pour l'environnement. Donc, ça, on pourrait éviter que cette substance rentre dans les réseaux avec cette ligne ici. Aussi, on a mis un paragraphe et on demande avant de rejeter des produits de lixivation, des eaux usées ou des boues découlant d'un processus industriel, commercial ou des lieux d'enfouissement sanitaire qui est susceptible de contenir des substances non compatibles avec les processus de traitement de la Commission, il faudra obtenir l'approbation de la CEUGM, Transaquas, pour laisser cette substance rentrer dans le réseau. La mise à jour des arrêtés municipaux dans la région du Grand Moncton nous aidera à protéger les processus biologiques futurs, aussi la qualité des boues et par conséquent la qualité du compost que la Commission produit, et principalement l'environnement, la rivière Petit Kodiak. Juste pour finir, je veux vous remercier parce que ceci, c'est un travail qui définitivement va
et nous aider à améliorer la qualité d'eau de la rivière Petit Kodiak, puis en général l'environnement. Merci. Merci, Mme Casa. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres? Monsieur Béliveau. Merci. Ma question traite plutôt des mesures prises pour les individus qui se trouvent être contrevenants des règlements. Il paraît avoir rien dans notre arrêté qui adresse qu'est-ce qui arrive si que tout d'un coup il y a quelque chose qui est introduit dans le système. Et je peux bien comprendre que la difficulté de l'identifier d'où ce cas proviennent, c'est quasi impossible. Y a-t-il une autre organisation qui est impliquée et qui aurait une valeur ou un rôle, une responsabilité légale pour s'assurer que qu'est-ce qui est utilisé parmi les commerçants, des manufacturiers, même une municipalité, à savoir ce qu'eux utilisent et est-ce que ce serait des produits qui seraient pas être déposés dans un réseau public tel que le réseau Transaqua. Je parle de le déposer ou de le faire parvenir de la propriété dans une autre manière, une disposition très particulière, scientifique, s'assurer que ça ne rentre pas dans le système, mais que c'est traité. En d'autres mots, que ça ne devient pas quelque chose qui rentre dans le système. En d'autres mots, y a-t-il quelque chose dans lequel on peut s'y prendre pour s'assurer qu'on n'a pas de situation after the fact, toujours en train de pourchasser au lieu de prévenir. Parce qu'une fois que ça rentre dans le système, ça va passer à travers l'usine de traitement. Puis ensuite, une fois dans le système de traitement, ça va continuer à sortir du système pour se trouver encore dans la rivière Petit Kodiak. Oui, alors, moi, je demande, est-ce que notre arrêté est assez étoffé pour tenir compte de justement ces possibilités-là? Ce qu'on fait avec l'arrêté municipal, c'est difficile. Il faut faire comme monitorer la situation. Je pense, je sais pas si c'est la ville de Moncton, mais je ne sais pas si vous autres vous le faites. Mais il faut, avec cet arrêt municipal, vous pouvez faire monitorer, puis avoir une liste des commerces, des industries, puis aller, puis faire l'échantillonnage, puis déterminer quelles sont les substances que chaque industrie ou commerce jette dans les réseaux. Donc, ceci sont des papiers, des règles, puis il faut faire comme monitorer pour faire l'échantillonnage dans tous les commerces puis, et l'industrie et puis déterminer. Comme vous avez dit, si les contaminants, les polluants rentrent dans le système, si ce n'est pas traitable, ça va finir dans la rivière Petit Kodiak. Si c'est traitable, puis c'est toxique, c'est nocif, ça ira au compost. Puis de toute façon, si c'est traitable ou pas traitable, c'est pas bon, c'est pas quelque chose qu'on aimerait avoir de toute façon. Ouais. Moi, c'est ça la question, M. le maire suppléant. C'est à savoir, est-ce qu'on a un programme de surveillance pour savoir qu'est-ce qui rentre dans le système? Une fois que c'est dans le système, là, c'est fini, là. Ça s'en va à l'usine, à Riverview. Puis ensuite, ça va être traité aussi bien que mal. Puis ensuite, ça va s'écouler dans la rivière. Alors, est-ce que vos systèmes vont être capables de tout détecter, tout ramasser, tout purifier? Oui, on fait compter avec les traitements primaires. Oui, c'est ça que c'est. Oui, on peut pas vraiment traiter toutes les substances. Il y a des substances qui ne sont pas traitables. On les jette dans la rivière. Comme l'année passée, on a eu de l'huile qui a rentré dans les égouts. Puis l'huile a rentré dans les traitements, puis a resté dans notre usine. On l'a gardé pour
ne pas jeter l'huile dans la rivière Petit Kodiak. Puis ça nous a coûté 50 ou 60 000 $ faire tous les nettoyages, puis ça, pour s'assurer que l'huile n'irait pas dans la rivière Petit Kodiak. Donc, ça, c'est les municipalités qui doivent avoir un système pour garantir que les industries ne vont pas jeter ou ils vont respecter l'arrêté municipal. Alors, c'est ça justement la question. Est-ce qu'on a les outils pour être capable de savoir qu'est-ce qui est utilisé et est-ce que ces effluents-là sont ensuite évalués? Est-ce qu'on a une idée assez précise de savoir qu'est-ce qui est envoyé dans le système? Alors, ça, je sais que la réponse ce soir, sauf si quelqu'un qui l'a, je pense que c'est quelque chose qui devrait être regardé parce que, comme on dirait, là, une fois que la porte de la grange est ouverte, le cheval est parti, là, mais c'est bien trop tard. Puis ça va causer des problèmes à l'usine, puis qui va augmenter les frais, puis évidemment, ça nous revient parce que c'est nos frais. Oui, alors, l'autre point quand même, c'est dans notre arrêté, je trouve qu'il y a très peu qui parlent de qu'est-ce que les mesures prises contre les contrevenants. Les individus qui l'abusent et dans lesquels on peut se trouver avec des situations où ils ont remis des éléments qui sont complètement contre ou sont contenus comme étant non à être mis dans le système. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que c'est un programme d'éducation ou quoi? M. Melançon. M. Maire-suppléant, je vais poser la question aux deux membres du comité technique qui ont assisté à la commission, voir si cet élément-là fut discuté, que je pense qu'elle fut discutée. Alors, de voir comment la prévention prend place et encourage aussi la prévention au lieu de subir les répercussions. Alors, est-ce que Dave, tu pourrais faire une mise à jour? Tout de suite, nous avons le droit de tester les effluents qui sortent des usines ou des édifices de la ville. Sinon, on pense qu'il y a une substance déchargée dans le système qui ne devrait pas être. On a le droit d'aller tester. Mais à part de ça, il n'y a pas d'autre manière de vraiment savoir s'il y a certaines choses déchargées dans le système sans senteur ou ça arrive à l'usine de traitement, puis Dieu va nous avertir qu'il y a quelque chose dans le système. Mais il y a d'autres modifications de l'arrêté qui va venir, c'est en cours, puis on va adresser des amendes ou des traitements ou des répercussions de l'abus du système. On est en place tout de suite. Parce que le point que je soulève, M. le maire-suppléant, c'est le fait demeure qu'il est censé avoir une responsabilité des services environnementaux. Que ce soit provincial. De notre cas, ce serait provincial à première instance. Mais on doit s'assurer que ces travaux-là sont faits. Parce qu'il n'y a personne qui le fait. Ça va se faire introduire, puis ensuite, tout d'un coup, on va recevoir un appel de l'usine pour dire, regarde, il y a de quoi qu'à rentrer, puis on soupçonne que ça vient de Dieppe. Ou ça vient de n'importe où. On va souhaiter que ça ne vient jamais de Dieppe, mais c'est ça que je cherche pour comme réponse. Et si on ne les a pas, est-ce qu'on ne pourrait pas se donner le travail d'essayer d'effectuer les démarches nécessaires? Monsieur le maire-suppléant, comme M. Noz l'a expliqué, à ce moment ici, chaque municipalité, c'était d'intégrer les nouveaux changements standards. Yep. Alors, dans une prochaine étape, nous allons regarder à la procédure, les pénalités et comment on peut mieux prévenir que de guérir et que ça se aboutisse à la commission au centre de traitement. Alors, une prochaine étape à venir. Merci. Conseiller Godette. Oui, si j'ai bien compris, les modifications que vous proposez ou qui sont proposées actuellement ne concernent aucunement la quantité de matériaux qui sont livrés dans le système. Oui, non, il y a des listes. Je ne sais pas si vous savez les lignes directrices de la CEUGM, mais il y a des substances interdites, qui sont des paragraphes, ce sont des substances spécifiques, qui n'ont pas de quantité, qui n'ont pas de concentration limite, sont interdites, qu'on aimerait les voir pas dans les égouts. Puis il y a une autre
liste avec, avec des substances réglementées, puis on a ici des concentrations limites. Il y a une liste de à peu près comme 30-40 substances. Non, ma question était pour les quantités. La qualité, si on ose employer ce mot-là, pour les eaux usées, oui. Je comprends, c'est ça vos propositions de modification. Ah oui, 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 vous Mais savez les dire. quantités, quelqu'un qui arriverait avec une quantité incroyable de quelque chose, est-ce qu'il y a des eaux usées ou des polluants? Des eaux usées. Ben, ce n'est pas nous autres qui les faisons, c'est vous autres, c'est la ville qui vous avez... ouais. Alors, vos propositions ne traitent pas de quantité. OK. Et mon autre question était, dans la liste des choses que vous modifiez, c'est seulement les produits qui seraient nocifs, risqués, non traitables peut-être. Et puis, dans ce sens-là, je rejoins le conseiller Béliveau pour dire que la difficulté que moi j'ai avec ces propositions-là, c'est qu'on est toujours pris à constater des choses après le fait et essayer de trouver le coupable ou de remédier. Puis je ne sais pas s'il y a d'autres solutions, mais merci pour votre contribution et comme je dis, si je comprends bien, les modifications qu'on a ici ne concernent que les qualités ou les éléments qui sont introduits dans le système. Merci. Je veux juste ajouter que si vous voudrez commencer à faire la surveillance, puis à faire du travail pour évaluer les qualités des égouts dans la ville, la commission Transaqua pourrait travailler avec vous autres ensemble pour faire établir des substances qui seront... Parce qu'on a fait une étude environnementale, puis on a une liste des substances qui sont déjà avec une concentration élevée qui représente un risque environnemental dans la région. Donc, on pourrait travailler ensemble pour voir quelles substances on pourrait surveiller dans les égouts des industries ou des commerces dans la ville. Okay. Est-ce que j'ai bien entendu que vous pouvez dire ça ou identifier ça par région? On a fait l'analyse dans les eaux usées qui rentrent dans l'usine. Donc, on a une liste de substances qui sont déjà présentes dans les égouts. Donc, on pourrait vous aider à dire, comme pour faire l'échantillonnage, vous n'allez pas faire l'échantillonnage, puis faire les tests pour 50 substances. On a déjà certaines substances qu'on pourrait inclure dans une liste, puis vous pouvez travailler avec ça. Avec aussi avec les lignes directrices qu'on a modifiées. Okay, merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Premièrement, je voudrais juste apporter quelques précisions parce que les annexes n'étaient pas à la fin du document, mais plutôt à la fin de notre... Les annexes A à D sont plus loin, après notre numéro 11.1. Alors là, il y a des précisions sur les concentrations, il y a des précisions sur la liste des éléments. Je pense que ça clarifie un petit peu certaines des questions qui ont été posées. Maintenant, je voudrais aussi apporter un point. Dans le texte qu'on a, qui est signalé en jaune, je remarque à la page 58, attendez, je vais retrouver ça, là.
la page 58, on a, du côté gauche, côté francophone, on a rayé directeur des travaux publics. Et du côté anglophone, on ne l'a pas rayé. Alors, je pense qu'il faudrait qu'il soit rayé aussi pour respecter la traduction. Oui, c'est noté. Pas vraiment un oubli. Oui. Merci. Alors, c'est tout. À part ça, ça va. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. le conseiller Leblanc? Merci, M. le maire. Pas une question, mais un commentaire. Commençons la page 72. Y a-t-il juste le mien que la section francophone a été omise? C'est celui-là qui va être abrogé. Celui-là enlevé complètement? Exactement, parce que c'est intégré dans un autre arrêté. On a juste la version anglophone. À ce moment-là, oui. À cette époque. Ah, à cette époque. À cette okay. époque. On parle d'une époque. On adopte ça de nouveau? Non, il est abrogé. C'est abrogé. Il va être éliminé. OK. C'est beau. Merci, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. Les annexes, on les voit dans l'arrêté comme tel, à la fin du document. Là. Dans les documents, on réfère encore à la commission des eaux usées du Grand Moncton. C'est-tu ça la bonne terminologie qu'on devrait faire référence ou c'est-tu trans à quoi? Les noms officiels, c'est la commission d'épilation des eaux usées. Parfait. Les noms commerciaux, OK. Oui. c'est Transaqua. OK. Parfait. En tout cas, les noms officiels, c'est la commission d'épilation des eaux usées. Parfait. Merci beaucoup. C'est bien dit. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation qui a, évidemment, comme vous l'avez vu, suscité beaucoup d'intérêt. Alors, encore une fois, merci à vous et à M. Knowles pour votre présentation. Merci bien. Alors, ça nous amène au prochain item qui, on tombe du côté... Oh, excusez-moi, procéder avec la lecture de la résolution. Excusez-moi. J'ai mis la charrue avant les bœufs. OK. Alors, qui veut en faire la lecture? M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte de procéder aux premières et deuxièmes lectures de l'arrêté 75-5, parenthèse 10-78-5, excusez, parenthèse 10-2015, concernant les réseaux d'eau et d'égouts et d'abroger l'arrêté numéro 33 intitulé Bylaw Regulating the Use of the Sewerage System of the Greater Moncton Sewerage Commission in the Town of Dieppe. Et je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Dallaire. Sur la question, je pense qu'on a déjà passé à travers pas mal toutes les questions. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, on peut passer à un autre sujet d'intérêt. L'adjudication des marchés pour les projets de réparation d'asphalte pour 2015. Monsieur Melançon. Oui, certainement, Monsieur le maire. Alors, chaque printemps, la période de l'année où on a fait l'approbation de l'adjudication de marché au niveau de l'asphalte 2015, au niveau de repiéçage, réparation d'asphalte. Alors, nous avons reçu, après un appel d'offres, 5 soumissionnaires, 5 propositions. Et McDonald Paving and Construction fut celle recommandée au Conseil pour ce soir, au coût total de 337 500 $ plus TVH et pour l'approbation ce soir au Conseil. Merci pour la résolution, lecture de la résolution. Lancez-vous pas tous d'un coup. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réparation d'asphalte 2015 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit McDonald Paving and Construction Limited, au coût de 337 500 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item. Réparation de bordures et caniveaux et trottoirs pour 2015. Alors, après un appel d'offres, une soumission fut reçue
Et c'est celle recommandée ce soir à AR Ritzel Landscaping Limited au montant de 86 750 $ plus TVH. Alors, vous avez une variété de comptes qui sont débités pour couvrir ce montant selon les travaux et la nature de l'emplacement des travaux. Alors, c'est pour approbation ce soir et procéder avec ce contrat. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché vivant le projet intitulé Réparation des bordures, caniveaux et trottoirs 2015 à AR Ritzel Landscaping Limited au coût de 86 750 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, cette résolution est acceptée telle que présentée. Prochain item, performance organisationnelle, projet d'inclusion civique, le vote des immigrants. Est-ce qu'on a quelqu'un pour lire la résolution? Madame Dallaire, s'il vous plaît. Que le Conseil appuie le projet d'inclusion civique des immigrants ayant le statut de résident permanent qui a pour but de permettre à ceux-ci de voter aux élections municipales de la ville de Dieppe. Je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur... Oh, excusez-moi, sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. J'avais fait le commentaire quand M. Monsef nous avait fait la présentation. J'ai noté aussi qu'il y avait une ébauche de lettres en support de l'initiative. Je vais suggérer qu'on inclue aussi les éléments de contribution artistique, culturelle, sportive, éducative, etc. Il y a le volet économique, on en fait une partie, mais je pense que la richesse d'attirer et de retenir ces individus-là, les individus qui se décident de s'en venir à Dieppe, ça serait important qu'on réalise aussi leur contribution dans les autres domaines. Alors, simplement comme suggestion, M. le maire, à tout simplement modifier ou à considérer l'ajout à l'ébauche en question. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, je suis d'accord, mais je crois qu'il faudrait aussi rajouter des paramètres qu'on exige des autres citoyens pour avoir le droit de voter. Si c'est 40 jours au niveau municipal, bien que ce soit au moins la même chose pour ces citoyens-là. Je pense qu'on va... Oui, c'est une option. L'autre option, évidemment, ça va passer à travers du processus provincial législatif. Alors, on pourra intercéder à ce moment-là et je suis convaincu qu'il y aura toutes sortes de considérations qui vont venir et de suggestions de l'Association francophone des municipalités ou de l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick et ou de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick. Mais je pense que c'est bien compris. Je pense que... Monsieur le maire, je pense que de la présentation qu'on avait reçue, il proposait que les gens soient résidents permanents de la municipalité pour 6 mois avant qu'il y ait la capacité de voter. C'est ça. Oui. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, si vous êtes pour le vote, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, paiement de facture Kodiak Transpo pour la lecture de la résolution. Monsieur Cormier, notre digne représentant sur le comité de Quel honneur, Monsieur le maire. Merci. Que le Conseil autorise le paiement du montant restant des factures soumises par Kodiak Transpo concernant le service offert durant la période de conflit de travail de 2012, soit le montant de 47 229,52 $. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Dallaire. Sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. 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 Conseiller Béliveau. Alors, la résolution est acceptée par la majorité des membres du Conseil. Et nous allons maintenant passer à la prochaine résolution du côté de planification. Projet de rezonage. Monsieur Melançon. Alors, suite à une demande de modifier les termes et conditions imposés au rezonage selon l'arrêté Z831, selon les 3 NID qui seront lus de la résolution, le Conseil est demandé de fixer une date d'une audience publique le 11 mai prochain à 19h ici même
Et également, en parallèle, de demander l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu à l'article 66.3 selon la loi de l'urbanisme au 21 mai 2015. Alors, c'est pour approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le paiement... Voyons, j'ai la mauvaise... C'est pourtant pas... Non, je l'ai. Suite à la demande de modifier les termes et conditions imposés au rezonage adopté sous l'arrêté de zonage Z831 concernant les terrains identifiés sous le NID 706 05 704 009 24688 portion et 0092 4316 portion, que le Conseil fixe une audience publique le 11 mai 2015 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections relativement à ce projet de rezonage et que le Conseil demande l'avis écrit du Comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 66, parenthèse 3 de la loi sur l'urbanisme au 21 mai 2015. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Sur la question, M. Godette. Le seul commentaire que je ferai, M. le maire, puis je vais probablement le refaire lors de la présentation là, quand ça, publique ou quand ça sera notre tour, c'est qu'il continue d'utiliser le même modèle de présentation des maisons et je pense qu'il devrait avoir un effort de fait pour avoir une plus grande variété dans la présentation ou dans la forme des maisons dans son projet. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, arrêtés municipaux, numéro... Oh, excusez-moi, 10.5.1. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Béliveau, s'il vous plaît. Monsieur le maire, que le Conseil nomme le conseiller Jordan Nolan à titre de membre remplaçant le conseiller Jean-Marc Brideau sur l'autorité policière régionale de Kodiak pour un mandat se terminant le 25 mai 2015. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la nomination du conseiller Nolan est acceptée. Maintenant, pour l'arrêté 11.1, pour la lecture de l'arrêté, en première lecture par titre seulement et suivi de la deuxième lecture par titre seulement. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro 78-5, 10, parenthèse 10-2015, arrêté modifiant l'arrêté numéro 78-5 de la municipalité de Dieppe concernant les réseaux d'égouts et de distribution d'eau. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Je porte attention justement à l'annexe C qui se trouve à être à notre page 163, ainsi que l'annexe D. Je note qu'il y a un tableau qui dit des frais supplémentaires s'appliquent lorsque les concentrations maximales suivantes sont dépassées. Je peux bien comprendre, c'est 300 $. C'est-il 300 $ le litre? C'est-il 300 $ le quoi? Je ne le sais pas. Ou 350. Est-ce que c'est des dollars? Puis la même chose s'applique à l'annexe D. J'aurais voulu savoir tout simplement la clarification sur qu'est-ce que ces chiffres-là représentent au juste. On essaiera d'avoir des clarifications d'ici la troisième lecture ou avant la troisième lecture pour clarifier la situation. J'apprécie, M. le maire. Merci pour la question. Et la deuxième partie de la question, c'est des frais supplémentaires s'appliquent lorsque les concentrations maximales suivantes sont dépassées. Puis en les dépassant, on est maintenant rendu dans des zones malsaines pour l'environnement. Alors, il va falloir dire si ça, c'est pas enlevé et dans lequel le dépassement, c'est pas une surcharge de quelques piastres,
On ne peut pas tolérer de justement introduire des polluants à l'intérieur de notre système pour qu'on les essaye de les traiter rendus à l'autre côté de la rivière. Oui. Merci, M. le maire. Merci pour les commentaires. Monsieur le conseiller, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, pour le vote maintenant, ceux qui sont en faveur de la première lecture, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, nous allons l'arrêté l'arrêté 78.5-10-2015 est accepté en première lecture. Et nous allons maintenant procéder avec la deuxième lecture. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro 78.5, parenthèse 10-2015. Arrêté modifiant l'arrêté numéro 78.5 de la municipalité de Dieppe concernant les réseaux d'égouts et de distribution d'eau. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé en deuxième lecture, l'arrêté 78.5, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Juste pour signaler, on aura la réponse aux questions pour la troisième lecture, encore une fois. Merci. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté 78.5-10-2015 est accepté en deuxième lecture par titre. Item numéro 12, avis de motion. On n'a pas reçu aucun avis de motion. Alors, on va procéder immédiatement avec les demandes de renseignement et annonces des membres du Conseil pour votre valeureux 4 minutes. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai aucune annonce à faire ce soir. Merci, Monsieur le conseiller Brideau. Salutations au conseiller Brideau, s'il nous surveille. Il nous surveille. OK, alors nos salutations au conseiller Brideau. C'est 86 degrés aujourd'hui. Ça, on aurait pu se passer de ce commentaire-là, par exemple. Monsieur le conseiller Nolan. Ouais. Ma question, c'était juste avec le mouvement qu'on peut voir sur l'Internet puis qui se passe pas mal en Amérique du Nord, spécialement sur la côte ouest, en Colombie-Britannique. On voit le mouvement de Tiny House qui se fait bâtir des maisons de 280 pieds carrés, des choses comme ça. C'est-il quelque chose que, si jamais que le mouvement vient plus vers l'Atlantique, c'est-il quelque chose que notre arrêté permet de la municipalité? Monsieur Frenette. On a déjà eu des pourparlers avec un développeur. Il y a déjà des développeurs qui nous approchent, même avec des certains... Vous avez vu aussi des containers. Il y a certaines personnes qui nous ont approchés avec des containers. C'est sûr, au niveau du container, c'est beaucoup plus nouveau. Oui. Au niveau de la structure, puis de la force aussi. La structure, c'est un peu plus problématique, mais ce qui est des maisons à plus petite échelle, regarde, on a déjà de quoi qui est sensiblement comparable quand on parle de mini-maisons ou maisons anciennement mobiles. On a justement un des développeurs qui nous propose un type un peu différent de maisons mobiles qui pourrait très bien cadrer là, dans ce type de typologie d'habitation. Donc oui, on est déjà pour parler avec certains développeurs. Il y a un intérêt, puis effectivement, au niveau environnemental, puis l'empreinte écologique, c'est sûr qu'il faut étudier ça davantage, puis c'est très positif. Ouais. Excellent, merci. Est-ce que la densité devient une considération, j'ose espérer, si on rapetisse l'espace? Au niveau de la densité, c'est sûr qu'il faudra quand même avoir des secteurs dans la municipalité qu'on permettrait justement pour pas avoir des conflits nécessairement. L'usage est quand même résidentiel, mais pas avoir des conflits entre quelqu'un qui quand même désire avoir une maison de 3000 pieds carrés versus des maisons à plus petit gabarit. Là. Ouais. Merci pour, la merci question. Beaucoup. Merci Bonne bien. semaine. Merci, Mme Dallaire. Pas d'annonce ce soir, M. le maire. Merci, M. le conseiller Godette. Je voudrais signaler que j'ai eu le privilège, encore une fois, d'assister à la présentation des certificats de reconnaissance pour les jeunes entrepreneurs de la région. Et c'était le 7 avril et je remercie le conseiller Jean-Claude Cormier qui m'a permis de faire la présentation des certificats de reconnaissance. Et je signale que l'équipe, principalement de Mathieu Martin, sinon tous, a gagné le prix de concours d'équipe d'entrepreneurs. Alors,
ça promet. Il y avait une douzaine de jeunes dans l'équipe. Je remarque qu'il y a dans la prochaine semaine 2 concours d'art oratoire, un à Riverview et l'autre à Mathieu-Martin dimanche prochain en après-midi, coordonné par le Club Optimiste. Alors, s'il y en a qui veulent assister pour voir qui a des dons d'orateurs, c'est le temps. J'aimerais de poser une question à savoir, puis là, peut-être M. Knowles, on a remarqué que le niveau d'eau était à un moment donné plus haut sur l'avenue Acadie que dans le marais avoisinant. Est-ce qu'on a eu une explication pour ça? Je n'ai pas une explication pour ça, non. On a nettoyé la glace de les canaux, les 2 bords de la rue Acadie cette année. Puis je pense que ça a aidé la situation beaucoup. Mais la différence en niveau, peut-être le ponceau qui traverse, c'est pas gros assez pour... Puis là, je parle pas du côté ouest, là, je parle du côté est où il y avait de l'eau. Mais en tout cas, ça a été une observation. J'ai aussi assisté à la présentation de la campagne pour la préservation de la cathédrale. Il y avait aussi M. le maire et je ne sais pas qui y avait. Conseiller Béliveau était présent aussi. Était là aussi, je pense. Oui. Alors, c'est une campagne qui veut assurer la préservation de notre patrimoine bâti. Alors, il y a tout mon support pour ce projet-là de la préservation de notre signe identitaire, particulièrement comme reconnaissance du peuple acadien. Et comme ça arrive tous les temps en temps, il y a les déjeuners du 2e mardi à l'Igloo demain matin, et c'est un changement de sujet on a un expert dans le financement qui va nous parler des grands jeux mondiaux de la finance et comment ça nous affecte ici par les taux d'intérêt et la reprise économique. Alors, je pense que tous ceux qui seraient intéressés d'entendre ces commentaires professionnels sur qu'est-ce qui nous attend au point de vue de suivi économique dans le prochain temps, vous êtes bien invités demain matin à 8h30 à l'Igloo. Merci bien. C'est tout. Merci, M. Godette. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. 2 points. J'aimerais féliciter les jeunes qui ont fait leur première communion et ceux et celles qui feront leur première communion. Et j'aimerais aussi féliciter l'équipe qui les a préparés. Et demain matin, vous êtes conviés au casino pour le déjeuner des bénévoles. C'est la semaine des bénévoles. Alors, j'aimerais féliciter et remercier tous ceux et celles qui font du bénévolat. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Bien, moi, j'ai 2 points aussi. Le premier, c'est que vous mettre au courant que la Fondation du Théâtre Capitole organise une activité de ramasser des fonds. Le 30 mai, ce sera une dégustation de vin au coût de 200 $ par personne. Ce sera assorti avec un chef et un sommelier qui seront là pour assortir le vin avec la nourriture qui se prend bien avec. Alors, simplement vous mettre la puce à l'oreille. Deuxièmement, j'ai remarqué chez moi l'entrée d'eau à ma résidence. Vous savez, le tuyau, là, je ne sais pas si c'est la gelée ou le dégel qui l'a fait monter, mais elle est montée comme ça au-dessus du pavé dans ma cour. Et puis, j'ai fait le tour de la rue, puis il y en a plusieurs. Il y en a certaines qui ont été... J'ai monté la rue Nathalie, puis j'ai redescendu la Guylaine. Et puis, il y en a quelques-unes qui sont brisées, qui sont complètement cassées. Et puis, il y en a plusieurs qui sont comme la mienne, qui sont soulevées comme ça. Là, Alors, je pense que c'est le dégel qui a fait ça. Je voulais simplement vous en aviser pour que les mesures soient prises. C'est ça. Il y aura un suivi de fait, M. Knowles, peut-être directement avec le conseiller pour commencer. Puis,
Tu parles de la vanne pour l'eau qui rentre dans la maison, c'est ça que tu parles? Oui. Probablement c'est le frost jacking, comme on dit en anglais. La terre a levé l'hiver, puis là, ça a descendu, la vanne a resté là. Je vais demander aux gars d'aller sur la rue, là, puis vérifier. Oui. On va juste pousser dans la terre de nouveau, tranquillement. Oui. J'ose pas toucher à ça pour le briser. C'est moi qui C'est tout, M. Thibodeau? C'est tout? Oui. Merci, M. le conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. Encore en préparation pour notre printemps qui s'en vient, tranquillement pas vite. La fonte des neiges, une fente lente, c'est ça l'expression que j'essaie de remettre à tout le monde. De nouveau, peut-être un rappel à nos résidents de vérifier autour des échappes d'eau et s'assurer que s'il y a des feuilles ou du papier qui s'accumulent, de prendre quelques minutes, aller avec un petit râteau, ramasser ça, mettre ça à la poubelle. Je le sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que la ville est censée le faire. La seule chose que je leur suggère, c'est que si la ville doit tout faire, tout ce qu'on a, ça se peut bien que tu finiras avec un beau ruisseau dans ta maison avant qu'il puisse se rendre chez toi. Alors, j'encourage les gens, justement, de prendre la fierté civique comme on l'a ici à Dieppe et justement de donner un coup de main à nos équipes. Puis si c'est fait avant qu'ils arrivent, ben, c'est certain qu'ils auront autre chose à faire, j'en suis sûr. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. le conseiller Béliveau. Juste quelques messages. Premièrement, rappeler à tout le monde que au hockey, nos Dieppe Commandos sont dans la finale de la Ligue maritime, Ligue de hockey des maritimes. Ils ont gagné le premier match à la maison ici. Demain soir, ils sont à Truro. Jeudi, de retour ici. Et puis après ça, ça se continue, je pense, vendredi à Truro, puis dimanche, de retour ici. Du côté de la cathédrale, je m'en voudrais de ne pas le souligner comme l'a fait mon collègue, le conseiller Godette. S'il y a des gens qui ont moyennement d'hésitation à savoir pourquoi on devrait s'assurer de maintenir la cathédrale Notre-Dame d'Assomption, je vous encouragerais à visionner l'excellent film documentaire qui a été fait par Mme Pellerin. Puis si ça ne vous dit pas, peu importe vos sentiments religieux ou envers l'Église en général, mais en termes de fierté du travail qui a été accompli par nos ancêtres, je vous encourage à le faire. Autre chose, jeudi soir, la soirée des bénévoles, comme ça a été souligné par le conseiller Cormier, il y a une réunion régionale demain au casino, demain matin pour déjeuner. Mais on a notre propre soirée ici, jeudi soir, avec les bénévoles, les différents bénévoles de différentes associations de notre communauté. Et puis, encore là, on doit évidemment être très fiers de nos bénévoles, les encourager à continuer leur beau travail et les reconnaître comme on le fait annuellement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci bien.